maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Couturier, qui a un parcours intéressant dont il va nous parler. Je vais lui laisser la parole en vous remerciant d'être aussi nombreux. Nous vous écoutons et merci à vous. Merci. Bonsoir à tout le monde. Là, vous m'entendez bien? Parce que je vais le prendre, peut-être ça sera plus pratique. Ok, c'est bon comme ça? Voilà. D'abord, on va commencer très fort. Je vais vous expliquer en quelques mots, mais très rapidement, vous allez comprendre l'idée, c'est la fête. Pourquoi j'en suis arrivé là et comment je suis arrivé à faire des spectacles. La réponse est très simple. Elle va être celle qu'on avait demandé à mon copain Landucci, qui fait de la peinture, pourquoi il faisait de la peinture. Et moi, j'ai la même réponse que lui. C'est pas de ma faute. Voilà. Vous savez tout. Voilà comment je suis arrivé. Alors, rien ne me prédestinait à faire ça. Moi, je suis né dans la Vienne, dans un petit village qui s'appelle la Coudinière. Mon père était ouvrier agricole. Et je me rappelle de mon enfance comme des moments vraiment très heureux. Je me rappelle de ces étés très chauds. Quand on sortait, on mangeait du mijet. À l'époque, les parents prenaient du mijet avec du vin rouge, on prenait du mijet avec du lait. Depuis, j'ai changé, je suis plus au lait, j'ai changé, voilà. Et cette enfance a été marquante pour moi parce que j'étais avec le père Chauvidot, dont je me rappelle, on allait à la pêche ensemble, il m'a appris toute la nature. C'est pour ça que ce qui est resté chez moi, c'est cet amour incroyable, immodéré de la nature. Je ne peux pas vivre sans être en contact permanent de la nature. Je suis véritablement apaisant en dehors du côté spectacle. C'est quelque chose qui est viscéral. Chez moi. Je vis avec les arbres, je vis avec l'eau douce, je ne peux pas m'en passer. Et je me rappelle avec le père Chauvidot, à 10 ans, moi je savais reconnaître tous les chants des oiseaux. Et Dieu sait qu'il y en a bien plus qu'aujourd'hui, parce que maintenant, il faut les vider. Et puis, c'était, si vous voulez, moi je suis en 47, donc après la guerre. Et comme beaucoup de gens, j'ai connu l'exode rural, c'est-à-dire que mon père, qui travaillait dans une ferme, est parti travailler à Poitiers, parce qu'il y avait du boulot partout. Il suffisait de traverser la route, effectivement, à l'époque, pour trouver du boulot. Et donc, j'ai vécu dans une cité d'urgence, une adolescence bien plus compliquée, parce que j'étais arraché de la terre, un peu comme Ferrat disait, je veux dire... J'ai vécu cette époque-là douloureusement, donc mon adolescence a été un peu compliquée. Je me rappelle, j'étais au lycée, en même temps j'étais serveur dans une boîte de nuit. C'est pas très compatible. C'était l'époque où il y avait encore les Américains à Poitiers. C'est ça qui est formidable à Lausanne, c'est qu'on a vécu des époques assez incroyables en une seule vie. Donc, si vous voulez, mes études ne se passaient pas trop bien, je m'intéressais plus à la fête, déjà, vous voyez, ça a commencé. Et je suis venu en Vendée parce que je faisais des vendanges à Saint-Émilion. Et ma sœur, qui était désespérée de me voir errer comme ça, m'avait inscrit au concours d'entrée à l'école normale. Et il n'y en avait pas pour cette année-là, il y en avait un à La Roche-sur-Yon. Donc voilà comment je suis arrivé dans l'éducation nationale. J'ai vu de la lumière, je suis rentré un petit peu, c'est comme ça. Bon, voilà. Donc j'ai fait l'école normale à La Roche-sur-Yon. Et puis après, j'ai été instituteur dans un petit village qui s'appelle la Limousinière. Et c'est là qu'est venue un peu l'idée de la fête. Pour ceux, là je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, c'est clair. J'étais instituteur dans ce petit village, et il y avait des fêtes de la Limousinière. Peut-être que certains d'entre vous ont connu ces fêtes qui étaient un événement populaire extraordinaire, parce qu'on avait une petite école, moi j'avais 19 élèves à la fin, mais c'était une classe unique. Donc j'avais des enfants de tous les âges, depuis la maternelle jusqu'au CM2. Et on avait commencé une fête dans le hangar à Léon Robin, avec mes copains du rugby, parce qu'à l'époque je jouais au rugby. Et puis cette fête a pris une ampleur étonnante au fil des années, à tel point que quand nous avons arrêté cette fête, c'était en 1986, moi j'étais en 1976 à l'Imaginaire. En 1986, on faisait 20 et près de 30 000 entrées à cette fête. Alors, évidemment, l'école, les parents d'élèves ne pouvaient pas fournir pour faire ça, donc on se groupait avec les écoles autour. L'école de la Chaise de Vicomte, de Saint-Florent-des-Bois, les transports scolaires. Et là, je me regroupais avec les écoles publiques et privées.
Donc, je n'étais pas aimé du public parce que je travaillais avec le privé, je n'étais pas aimé du privé parce que je travaillais avec le public. Voilà. En gros, c'était un peu ça quand même, mais tout le monde adhérait à cette fête et l'école était ressentie comme vraiment l'école du village. D'ailleurs, quand mes enfants partaient en 6e, la moitié partait dans le privé, la moitié dans le public. Mais c'était l'école du village. Donc là, j'ai appris beaucoup. Et j'ai appris beaucoup d'abord au contact de mes enfants, parce que comme on avait une classe unique, si vous voulez, chacun avait son programme. Hein. Ça a été des moments de bonheur. Je n'ai pas quitté l'éducation nationale parce que je n'aimais pas ce métier. Je l'ai quitté parce que j'avais envie de faire autre chose, de faire du spectacle. Et c'est là que j'ai découvert le feu d'artifice. On achetait des feux d'artifice au Joyeux du Rond, je me rappelle, des petites fontaines. Et avec les parents d'élèves, les enfants montaient des roues de vélo, on graissait bien, puis on mettait les fontaines et on faisait des allégories comme ça. Voilà. Et ça se passait à la fête. Et puis la fête s'est développée, et c'était une fête paysanne. Ça s'appelait les fêtes de l'Imousinière. C'était énorme. Hein. Alors on gagnait un pognon, mais de dingue. C'est le cas de le dire, c'est une expression d'aujourd'hui, ça. Parce que toutes les entrées étaient payantes à la fête. Alors il y avait une partie concours de force et de savoir-faire paysan, et puis il y avait évidemment du feu d'artifice. Et là il y a une société pyrotechnique de La Rochelle qui était la pyrotechnique des Rochelaises, et moi j'allais sur le terrain en disant explique-moi quoi. J'ai envie de voir, j'ai fait ça, mais vous savez, si j'aimais le feu d'artifice, je ne suis pas le seul responsable. Hein. Tout le monde l'aime, parce que quand on voit tous les gens qui viennent, la seule différence qu'il y a avec vous, c'est que moi j'ai fait le pas pour être de l'autre côté de la barrière. C'est tout. Hein. Mais les gens aiment tous le feu d'artifice et on essaiera de comprendre pourquoi. Et donc, pour revenir à cette fête, à l'école, ce que j'ai vu dans le regard des enfants, c'est qu'en fait, si on veut, on peut tous devenir des artistes. Tous. C'est simplement une question de rencontre, d'opportunité. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que quand j'ai quitté ce métier en me disant je vais faire du spectacle, il fallait être complètement inconscient. Hein. J'ai dit à l'inspecteur d'académie à l'époque, je démissionne. C'était M. Roblin à l'époque, je me rappelle. Il est venu dans ma classe le dernier jour pour essayer de me dissuader de démissionner. Je dis non, je démissionne. Je me rappelle toujours, il y avait l'inspecteur départemental qui était arrivé avant. Et puis, il était 14 ans, il n'était pas arrivé, donc je ne rentrais pas. Et puis j'ai dit en plus, vous savez, j'ai prévu un petit coup de rouge là, pour offrir à l'inspecteur de l'académie. Puis on dit, bon, ça ne se fait pas, c'est pas possible. Je dis, mais si, comme ça qu'on vit dans la campagne, hein, avec les parents d'élèves, quand ils viennent de temps en temps, au point vert à la sortie de l'école. Et la particularité dans l'école, c'est que les enfants avaient la clé de l'école. C'est-à-dire que le mercredi, le samedi, le dimanche, ils vivaient dans l'école. C'était ouvert. C'est absolument pas légal, hein. Mais je m'en fous. C'était complètement égal parce que ce qui m'a importé, c'est que c'est ce bonheur qu'il y avait avec eux. Et donc là, j'ai découvert ce que... C'est sans doute dans leurs yeux, peut-être que j'ai trouvé cette motivation. Je me rappelle d'une jolie phrase d'Olivier, que je connais maintenant, il a 50 et quelques années, fait drôle, petit bout de chien. Il me disait, tu sais, Jacques, quand je veux, eh ben, ça vient dans mon cœur, tu vois. Et puis après, ça vient dans ma tête, et je le prends. Et c'est vraiment ça, le processus de l'acquisition chez l'enfant. Quand on aime, quand on veut, on va au bout du monde. Et c'est ce qui m'est arrivé, parce que j'avais une envie terrible. Et avec l'envie, on va très loin. Quoi. Et ça, j'ai partagé ces moments que j'ai retrouvés après avec mon équipe, pour revenir. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir travaillé avec une équipe. Moi, la société est créée en 1988. Vous voyez, c'était 86, je suis parti de l'Imousinière, parce qu'en 87, j'avais 40 ans. Et je me suis dit, si l'un de mes 40 ans, je ne pars pas, je ne partirai jamais. Donc voilà, donc j'ai démissionné. Et puis, je me dis à Catherine, à la fin, on mangerait des patates, hein, un peu du bois, voilà. Et je suis... on a commencé par des spectacles 3e âge, d'ailleurs, à l'époque. Voilà. Et ensuite, la première rencontre, sans doute importante, c'était à l'époque, Jacques Auxiette était le maire de La Roche-sur-Yon. Quelqu'un que j'appréciais beaucoup, une grande estime qui était réciproque. Et la pépinière d'entreprise venait de se créer. Alors, il me dit, si tu veux, rentre à la pépinière d'entreprise. J'étais un des premiers occupants de la pépinière d'entreprise, hein, avec notre bureau de 9 mètres carrés, mais par contre avec des rêves surdimensionnés, quoi. Et
On s'est installé là dans cette pépinière d'entreprise et puis le premier, ça a été très vite parce que tous nos concurrents à l'époque se moquaient de nous, hein, on était la risée un peu de la profession. Et puis le hasard a voulu que au Futuroscope, je l'ai rencontré au Futuroscope, j'avais pris contact et puis un jour, on reçoit un coup de téléphone. On était en 90, vous voyez, on était juste bébé micro-entreprise. Et coup de téléphone de DMD Productions. DMD Productions, c'était Michel Drucker, qui faisait sa dernière émission Champs-Élysées au Futuroscope. Isabelle me téléphone, me dit j'ai un coup de téléphone de DMD, bon, je lui arrête de bêtises, vous n'avez pas dit ça, c'est un autre mot, une tu vois que c'est un canular, quoi. Et je réponds au nez. On me rappelle bien, ah, quand même, je dis c'est Futuroscope. Donc je téléphone au Futuroscope, un peu bêta, en disant bah, excusez-moi s'il vous plaît, est-ce que c'est vrai, etc. Il me dit oui, il cherche à vous joindre parce qu'il aimerait vous rencontrer pour faire des effets spéciaux du dernier Champs-Élysées. Ce que je ne savais absolument pas faire, hein, selon clair. Et on a échangé à l'époque, je me rappelle toujours, c'était le fax qui était l'instrument magique. Et on a échangé des fax depuis la pépinière d'entreprise. Et c'était encore à l'époque où la télévision payait les gens qui travaillaient. Maintenant, on paye pour travailler à la télévision. Entreprise, c'est différent. Et en fait, on a échangé des fax, c'est magie. On est retenu pour faire tous les effets spéciaux de la dernière émission. Je suis parti au Futuroscope avec un camion, on avait plein d'effets pyrotechniques qu'on avait choisis dedans. Et je suis parti avec Marcel, mon copain Marcel, tu as connu, Marcel Troquier, qui avec son t-shirt Unico et son bout de pastis, on avait le look du showbiz, c'était super quoi, quand on arrivait là-bas. Et en fait, ils m'ont dit, Mathias Sedou, qui me dit surtout Jacques, pas d'impact dans la caméra, etc. Donc je me suis dit, putain, je suis mal parti, parce que je comprends pas ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bah, écoutez, asseyez-vous dans le théâtre alphanumérique, et puis je vais faire différents effets, vous me direz ce qui vous va. Et puis là, c'est devenu, ça a été magique, quoi, voilà. Alors, à cette époque-là, nous étions encore à la pépinière d'entreprise. Et puis, effectivement, le fait de signer Champs-Élysées, ça vous met à beaucoup de pied aux fesses, quand même, quoi. Je veux dire, les concurrents dont j'étais la risée, pas pareil, quoi. Hein. Donc, d'ailleurs, les copains à Saint-Florent-des-Bois, je disais plus bonjour à personne. Hein. Je dirais quand même. Je rigole, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, on était à pépinière d'entreprise, et puis, comme je le disais, les spectacles que nous avions imaginés n'étaient pas du tout, étaient complètement différents dans la mesure où le feu d'artifice à cette époque-là était très traditionnel. Il y avait le tableau, il y avait l'intermède, etc. Et moi, j'avais envie de raconter des histoires. Donc, on a fait des spectacles à thème, on a fait des spectacles musicaux qui n'existaient pas, et ça s'est développé très rapidement, quoi. Et donc, on a dû chercher, d'abord on a fait des petits bâtiments à Saint-Florent-des-Bois, on s'est essayé à quelques petits bâtiments de 300 kilos, et puis ensuite, c'est là que, si vous voulez, il y a aussi des facteurs change dans les rencontres, quoi. Je suis allé un jour pour acheter des canards chez Aubert, qui venait faire du jardinage aussi, comme ça, à la maison, un agriculteur qui avait déposé le bilan, comme il y en avait malheureusement beaucoup, il y en a encore aussi. Et puis, je dis ça, il me montre sa ferme, il me dit, vous voyez, là, on a 20 hectares de sur le côté, et puis tout ça va tomber en friche, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de repreneurs à l'époque, quoi. Et puis là, je dis, tourne dans ma tête, moi, ce serait idéal de faire un site pyrotechnique ici. Donc, en fait, je suis allé pour acheter les canards, et j'ai acheté la ferme. Voilà. Mais, autant de temps, c'est passé comme ça. Et là, ce terrain, vous voyez, là, c'est ça, vous voyez en haut, quand on a acheté le terrain, il n'y avait pas un arbre, il n'y avait plus un buisson, il n'y avait plus rien. Le remembrement avait martyrisé le terrain. Ils avaient tout arraché, tout, il ne restait rien. Donc, on a dû faire des plans. J'ai fait des plans assez cohérents, disant on fera un bâtiment là, parce qu'un jour on sera les plus grands. Donc, on était totalement inconscients, quoi, mais ça fait du bien de rêver. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est développé. On a planté en 30 ans plus de 12 000 arbres. On a fait un bois. Et après, comme j'avais fait des
des prévisions d'installation de bâtiments. J'ai pu faire des bosquets, etc. Voilà. Et ensuite, j'ai fait l'acquisition d'un terrain en face, ce qui fait que l'ensemble du site pyrotechnique maintenant fait 40 hectares, avec aussi un lac qui fait 9 hectares, dans lequel on va aussi boiser, et on fait nos essais. Voilà, un peu pour situer l'histoire de l'école à l'entreprise. Et puis après, pardon. Quoi vous dire de plus là-dessus? Si vous voulez des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà, donc si vous voulez, on a créé une équipe et puis on était en 90, donc président d'entreprise. Après, on va s'installer à Saint-Florent-les-Bois et on crée ce site-là qu'au fur et à mesure, on fait des bâtiments. Le premier bâtiment que nous avons fait, d'ailleurs, c'était un bâtiment construit comme, avec des murs en briques comme les porteries, qui a été fait avec mes voisins, qui étaient agriculteurs, qui sont venus nous donner un coup de main. Voilà. Et puis après, ça s'est développé. Alors ça, c'était la première étape. Et là, nos spectacles, comme je vous le disais, ont commencé à... On est arrivé à un bon moment de l'histoire, et puis comme on était gonflés, on démarchait des villes. Un des premiers grands spectacles qu'on a fait, c'était à l'époque Voile de nuit à La Rochelle, où il y avait véritablement, là, on a commencé à monter d'un cran. Et puis, ensuite, voilà, donc on était en 90, j'essaie de situer, donc Champs-Élysées, c'était là. Et puis après, voilà, on avait monté à l'époque avec la mairie d'Archeville un salon qui s'appelait Salut l'artiste. C'est-à-dire qu'aux Jouderies, on faisait venir des artistes dans la salle de droite, ils avaient des exposés, et on invitait tous les organisateurs de spectacles de la région. Et comme ça, il y avait une rencontre directe avec les artistes. Et dans la salle d'à côté, les artistes présentaient 7 minutes d'extrait de leur spectacle, et les gens pouvaient donc acheter des spectacles en ayant vu un extrait. Et ça marchait formidablement bien. Quoi, voilà. Et je me rappelle toujours à l'époque, à ma collaboratrice, je lui dis, t'as oublié personne dans les organisateurs, puis je l'ai embêté. Et elle me dit, si tu veux savoir, je n'ai pas évité la principauté de Monaco pour m'envoyer balader, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, on va rigoler, on va inviter la principauté de Monaco, mais pour rire, quoi. Donc, on envoie une invitation à la principauté de Monaco. Réponse 15 jours après de Maurice Crevetto, directeur des fêtes de Monaco, qui dit, ben, moi, ça m'intéresse, je viens, parce que, en fait, à Monaco, on lui présentait que des grands spectacles, et il dit, mais moi, j'ai des animations de quartier, des animations avec mes commerçants, des animations avec les écoles, et souvent, je suis démuni. Donc, c'était en 1995. Donc, Maurice Crevetto vient au salon. Il a acheté une vingtaine de spectacles d'artistes de la région, qui étaient évidemment ravis. Et c'était l'année du centenaire du cinéma. Et je faisais un spectacle, à l'époque, c'était Place Napoléon, qui s'appelait Atmosphère. C'était un spectacle sur le cinéma, avec des voix, des extraits de films, etc. Et Maurice Crevetto voit ce spectacle, et il me dit, mais écoutez, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, époque de moi. Et en fait, je le rencontre le lendemain matin, et il était à l'hôtel, et puis il me dit, sous réserve de l'accord de Monseigneur et de Madame le maire, qui était Madame Campora à l'époque, il dit, j'aimerais vous inviter à représenter la France à Monaco l'année prochaine. Ouais, ça fait un peu bizarre, quoi, voilà. Et en fait, 15 jours après, on reçoit l'invitation officielle. Et là, quand on lit le règlement, c'était réservé aux fabricants d'artifices. Moi, j'étais fan de Maurice Crevetto, et je dis, je suis désolé, je ne pourrais pas participer, je ne suis pas fabricant d'artifices. Mais bon, on va changer le règlement. Pas compliqué, pas quand même, d'accord. Et puis, après, dans la discussion, je dis, vous savez, le spectacle que vous avez vu à La Roche-Chillon, c'était un spectacle avec de la musique, etc. Alors qu'à Monaco, c'était des feux d'artifice simples, non musicaux. Ah, me dit, vous avez raison, on va changer le règlement. Voilà. Mais bien sûr, et donc on est arrivé à Monaco dans ces conditions-là, avec un spectacle qu'on avait fait sur Verlaine et Rimbaud. Et ben, là aussi, si vous voulez, ce qui a fait beaucoup la différence, c'est que les gens n'étaient pas habitués du tout à voir un spectacle dans lequel il pouvait y avoir des émotions. On voyait du pétard, etc. Voilà. Et on a fait ce spectacle, j'en garde un souvenir fort parce que avant le spectacle, j'avais envie de revoir ma mère en disant je m'en vais, je reste pas. J'ai vraiment ce qu'on a, le stress avant le spectacle, mais là, c'était difficile parce qu'on l'entendait dans toutes les langues
Ce soir, la France est représentée par Jacques Couturier Organisation. Vous l'entendez en italien, en allemand, en espagnol, en français. Et vous dites, mais où j'ai été mettre, quoi. Voilà, ça fait... Et puis là, il faut y aller, on fait le spectacle, top départ. Et puis à la fin du spectacle, là, tous les bateaux dans le port de Monaco envoyaient leur corne de brune, ça dure au moins 5 minutes. C'était un truc fou. Et résultat du concours, évidemment, on a été premier, on avait gagné. Voilà. Donc, et la France, le festival de Monaco existait depuis 31 ans. La France n'avait jamais gagné à Monaco. Donc, avec les copains, je crois qu'on a vidé la Rascasse, qui est un bar assez huppé là, sur le port de Monaco. Je crois qu'à la fin de la soirée, il ne restait plus de rosé. Je pense, mais on a dû faire l'ensemble du stock. Voilà. Donc voilà un petit peu en résumé des moments clés. Et l'autre moment clé aussi, c'est que parallèlement, on construisait ce site. Voilà. Et le site aujourd'hui que nous avons, là, Planète Artifice, dont vous voyez une photo, là, vous voyez tout ce que vous voyez ici, c'est nous qui l'avons planté. Voilà, 30 ans après. Et puis bon, l'aventure a continué. Alors après, nous sommes arrivés, nous étions dans les années 2000. Et en 2000, donc, moi j'étais allé au Brésil, je faisais envie de faire des feux d'artifice au Brésil. Et non, pour acheter des produits après, en fait. Et en fait, on n'a rien trouvé d'intéressant, mais par contre, on a trouvé l'opportunité de faire le passage de l'an 2000 au Brésil. Alors on avait un spectacle à Florianópolis, au sud du Brésil, qui est un peu le Saint-Tropez du Brésil. On avait un spectacle à Cabo Frio, on avait un autre à São Paulo et un autre à Rio, ni plus ni moins. Alors on est parti avec toute une équipe, on a fait ça avec des Brésiliens. Et ça a été aussi un autre moment marquant, quoi. Et puis après, l'aventure a été... oui, c'est peut-être l'époque où là, on a fait des concours après Monaco, parce que en 96, donc on avait gagné Monaco, et puis, je sais plus, après... oui, c'est en 2006, je crois. Il y avait le concours à Monaco où il y avait tous ceux qui avaient gagné les années précédentes. Voilà, qui s'appelait le Festival des vainqueurs. Et on a remporté aussi le premier prix, quoi. Et entre-temps, pour faire simple et puis très modeste, voilà, mon fils, qui travaillait beaucoup avec moi à l'époque, me dit, papa, il y a un festival extraordinaire à Macao. Je dis, oui, mais Macao, c'est pas la porte à côté quand même, quoi. Et puis on travaillait avec la Chine. Et donc, il va à Macao, c'est lui qui était allé, moi je n'y étais pas. Et il avait monté tout un spectacle, et à Macao, il y avait ce festival ils appellent ça je ne sais pas, du tour du monde, mais il y a tous les pays du monde, des 5 continents, voilà. Les 5 continents sont représentés. Il y avait l'Australie, etc. Et en particulier un artificier qui était Maru Tamaya, un japonais redoutable, qui fait des bombes qui sont des chefs-d'œuvre. Ils peuvent mettre une semaine à faire une bombe à la place à épiler, quoi. Donc, ils n'ont aucune chance, quoi. Et il me retéléphone moi-même, il dit, papa, on était à Macao, on a gagné le premier prix. Voilà. Donc là, les Chinois étaient jaloux parce qu'ils étaient deuxièmes. Et ils nous ont invité à un autre festival qui s'appelle le Festival mondial du feu à Luoyang, où on avait fait un spectacle sur la petite sirène, The Little Mermaid. Mais on l'avait enregistré en chinois. Et on a gagné le premier prix. Et là, il y a une histoire d'amour qui a commencé vraiment avec les Chinois. J'étais très surpris, vous savez, je ne sais pas si vous avez su, au Puy du Fou, il y a 2 ans, ils ont fait un festival pyrotechnique. Ça a été très fermé parce que les places étaient toutes prises d'avance. Bon, voilà. Ils avaient invité différents pays, dont la Chine. Et le représentant chinois, qui est un dignitaire chinois très très connu, est venu vers nous quand on est arrivé et il nous a dit, vous êtes pour maître. On se rappelle toujours du spectacle qu'on avait fait 15 ans avant. Et il le garde toujours en référence. Et la seule explication, c'est pas qu'on est des génies, pas du tout ça, c'est qu'on avait fait la petite sirène et que les Chinois adorent qu'on leur raconte des histoires. Et qu'eux aussi découvraient un nouveau type de spectacle qui a fait en fait la signature de ce que nous faisons aujourd'hui, quoi. Des spectacles thématiques. Voilà. Donc le prochain sera, vous pouvez prendre, ce sera le 10 mai, au Sable d'Olonne. Où là j'ai fait un spectacle qui c'est un hommage aux marins. Et la particularité, c'est qu'il y aura 1 millier de drones avec des feux d'artifice. Voilà.
Quoi vous dire, au fil de tout ça, il y a beaucoup de rencontres, quoi. C'est ce qui a été ce qui est le plus génial, quoi. Alors, parmi ces rencontres les plus marquantes, ça me fait drôle de dire ça, parce qu'on a l'impression d'avoir la grosse tête, mais c'est pas du tout ça, quoi. La première rencontre, celle qui m'a plus impressionné, je pense que c'était en 2004, à Brest, où on avait un spectacle qui s'appelait « Si vous saviez la mer », où il y a un grand bonhomme qui est venu me voir après, là, c'était Olivier de Kersauzon, qui me dit « qui c'est qui a fait ça ?» Et il me dit « mais tu te rends pas compte ?» Il était complètement ému. Il m'a dit « j'ai découvert, t'as compris la mer alors que je suis un terrien. » Mais il y a eu un moment très fort qu'on a partagé ensemble. Et ce coup-là, il me dit à un moment donné, j'aimerais bien faire un truc avec toi. Et je dis, écoute, je veux faire un spectacle qui s'appelle Voyage extraordinaire. J'ai déjà enregistré des voix avec Pierre Arditi, qui me fait la voix du conteur. Tu veux me faire la voix du capitaine Nemo. Et c'est comme ça qu'est né Voyage extraordinaire. Et là, je vous donne pas un scoop, mais c'est un thème que je vais reprendre cette année parce que c'est les 120 ans de la disparition de Jules Verne. Voilà. Donc peut-être en Vendée. Voilà. Ça, voilà une belle rencontre et on a monté Voyage extraordinaire avec Pierre Arditi et Olivier de Kersauzon. Je me rappelle, on rentre dans le studio à Brest et le mec du studio dit « Oh putain, Olivier de Kersauzon, la dernière fois, ça s'est mal terminé parce qu'il y a un caractère particulier, Olivier, quand même. Hein. » Et puis, à un moment donné, il y a mon fils Jojo qui était dans la cabine et Olivier disait « La mer et tout, oui, je l'aime. » C'est un texte de Jules Verne. Et Jojo lui dit, tu sais, Olivier, tu devrais moduler ta voix et dire la terre et tout. Tu fais une pause, oui, et je l'aime. Et là, Olivier lui dit, écoute, espèce de trou du cul, je faisais le tour du monde quand tu étais encore en couche culotte, c'est pas toi qui vas m'apprendre à parler de la mer. Et aussitôt après, il dit, alors bon Jojo, comment veux-tu que je dise? Voilà. Et on a résumé le personnage. Et Olivier restait un ami proche, un ami fort. J'étais avec lui quand sa femme est partie d'un cancer du pancréas dans son restaurant du bout du monde. C'est resté quelqu'un qui est sans doute celui qui m'a le plus marqué dans toutes les rencontres par sa beauté, par sa générosité, par le cœur qui est là, qui est plus gros que lui. Donc c'est pour ça qu'il est brutal, qu'il est grossier, parce qu'il veut cacher qu'il a un cœur qui est plus gros que lui. Voilà. Et c'est avec d'une intelligence exceptionnelle. Après, dans les belles rencontres qu'il y a eu, on faisait aussi des trucs à Montmartre, où on a fait plein de choses avec Claude Lelouch, des thèmes. Ça a été des rencontres vraiment très fortes. C'est Joseph, mon fils, qui suivait tout ça. Et puis, après, le spectacle, oui, en 94, j'ai fait un spectacle qui s'appelait Les ailes et la plume, sur... c'est pour vrai. Le Petit Prince, pas le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Voilà. Je fais ce spectacle dans la région parisienne. Je reçois un coup de téléphone de Gallimard qui me dit, vous faites un spectacle sur Antoine de Saint-Exupéry? Je dis oui. Et il m'a dit, vous avez mis des textes de lui dedans? Je dis oui. Il me dit, là, ce gars, tu mets deux quai droit. Ah bon, c'est bon. Et il m'a dit, écoutez, on ira à votre spectacle, on sera avec notre avocat. Et on vous dira après quelle démarche on entendra votre rencontre. Donc on fait le spectacle, et à la fin du spectacle, Jacqueline Soufi, directrice des droits de Gallimard, avec l'avocat, arrive, et elle m'embrasse. Elle me dit c'était génial. Donc voilà, et elle avait trouvé ça exceptionnel. On était en 94, et après, Saint-Exupéry est né en 1900. Donc en 2000, il y avait beaucoup de demandes pour faire des spectacles, et en particulier sur Le Petit Prince. Donc c'est là que Gallimard et la succession Saint-Exupéry nous ont contactés en disant, si on fait un spectacle sur Le Petit Prince, ce sera avec vous, uniquement avec vous. Voilà. On a travaillé 1 an là-dessus, parce qu'il fallait raconter l'histoire du Petit Prince sans raconter tout le livre. On ne peut pas dire tout le livre. Donc on passait de la planète du buveur à la planète du businessman, etc. Donc, voilà. Et à la fin, on a trouvé une version qui leur plaisait beaucoup, mais m'ont dit la voix du conteur ne nous plaît pas. Et c'est là que j'ai fait mon premier spectacle avec Pierre Arditi, qui a fait la voix de l'auteur. Voilà. Donc c'était une belle rencontre avec Pierre aussi, parce qu'on a fait plusieurs spectacles ensemble ensuite. On a fait Victor Hugo, aussi Victor Hugo poète avec Pierre Arditi.
quand il lisait un texte de Victor Hugo, je vous rappelle, quand il va sur la tombe de sa fille, et j'ai vu Pierre qui pleurait en disant le texte. Je vous assure qu'il y a une émotion extrêmement forte parce qu'il pensait à sa maman qui était décédée 15 jours avant. Donc ça, c'est des moments uniques qu'on garde. Voilà. Et puis après, l'histoire a commencé avec Monaco aussi, c'était génial, quoi. Moi, je connais pratiquement aussi bien Monaco que la Vendée maintenant, ce qu'on a fait pendant des années. Puisqu'on avait gagné le festival de vainqueurs, on est devenu consultant et conseiller artistique de la principauté, artistique et sécurité. Donc c'est nous qui sélectionnions les pays, on les proposait à la principauté, et après on encadrait les prestations. Et puis en 2011, il y avait le mariage du prince. Donc le prince a souhaité que ce soit nous qui fassions le spectacle. Il y a plusieurs entreprises vendéennes dans cette histoire. Il y avait MP Vidéo qui filmait, Gilles Salé, de Sable-d'Olonne. Il y avait un fleuriste qui venait de Vendée, je m'en rappelle. Et c'est là que moi, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup parce que je me rappelle, on est venu le mardi avant, on s'est rencontrés, il souhaitait rencontrer ceux qui faisaient participer aux festivités du mariage. Donc le jeudi, il y avait sur le stade, il y avait les Eagles qui faisaient un concert. Le vendredi, c'était Jean-Michel Jarre qui était sur le corps. Et nous, le dimanche, on faisait le spectacle pour le mariage du prince. Et j'avais monté un thème qui s'appelait Par les bois d'amour. Voilà. Et donc, je lui demande est-ce que vous voulez écouter la bande-son. Il avait souhaité quand même qu'on mette des musiques référentes à son histoire. Il y avait Johnny Clegg, il y avait en référence à son épouse, etc. Et je lui dis, il m'a dit, vous savez, ce que je veux, c'est que ce spectacle s'adresse d'abord à mes invités, mais aussi aux monégasques et à tous ceux du monde qui sont là. Et je dis, mais monseigneur, parce qu'on doit dire comme ça, ce serait vous qui devriez lancer le spectacle. Oh, il me dit, c'est super, ça, etc. Et là, le grand chambellan qui était à côté, il ne voyait pas du même œil, parce qu'il dit, putain, quel bazar, quoi. Et ce Zougali l'avait dit. Alors ça, c'est rigolo, parce que ils nous ont installés, parce qu'ils devaient faire ça au musée au départ. Mais ils n'avaient pas calculé que le musée n'était pas assez grand pour accueillir tous les invités. Donc ils ont démonté l'Opéra Garnier, toutes les chaises du théâtre, et monté une structure à hauteur à 20 ou 30 mètres, pour que ça communique pour le bal. Voilà. Et donc on se retrouve là-bas, et puis on installe la régie. Au niveau, il y avait tous les invités, le mariage, quoi. Et là, le prince, il n'y aura plus qu'il chante Thiago, et puis après il arrive à la régie pour lancer le spectacle. Et là, il dit, écoutez, il demande à tout le monde de reculer de 5 mètres, et il dit, moi, on va assister au spectacle avec Jacques et son fils. Ça fait très drôle. Alors moi, comme un couillon, je voulais m'adresser à la princesse, je me suis rendu compte qu'elle parlait qu'anglais. En français, c'est pas la peine, on ne comprend pas un mot. Et puis à la fin du spectacle, le grand chambellan m'a dit surtout ne l'attardez pas parce qu'il doit ouvrir le bal. Et donc, et à la fin du spectacle, le prince dit écoutez, vous appelez le photographe, je comprends une photo avec Jacques et son fils. Voilà. Et puis après, il a dit vous êtes mes invités. Et donc, on a passé toute la soirée au Dom Pérignon. Voilà. Moi, je suis parti avant la fin, je n'ai rien marre, mais mon fils est resté. Alors, ils sont comme tout le monde. Hein. Au début, c'est très classe, le bal, très beau. Au bout d'une heure, on balance les godasses, on danse du rock et puis on boit des coups. Voilà, c'est pareil. Voilà un petit peu les. Je ne voudrais pas vous embêter trop longtemps, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, ce que j'ai trouvé, si vous voulez, les gens qui travaillent dans mon équipe, moi j'ai des gens, par exemple, Clara, je l'ai appris à lire. Ça fait 30 ans qu'elle travaille dans l'entreprise aujourd'hui. Elle travaille avec nous. Isabelle, on a fêté ses 35 ans, 36 ans. La majorité des gens travaillent depuis très longtemps. Et voilà ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui, au début, sont dû travailler comme secrétaire, etc. Et qui sont devenus tous des artistes. Nicolas, qui est venu, lui, quand il était jeune, il me tirait la poche du pantalon, il me disait, monsieur, je voudrais voir du feu d'artifice, je voudrais rentrer de l'autre côté, mais il avait 12 ans, 13 ans. Je dis non. Il a fait ça jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, je dis, écoute, passe de l'autre côté de la barrière. Et puis il est resté. Et aujourd'hui, directeur artistique et directeur technique. Et donc, et Patricia, qui est une sacrée bonne femme aussi, qui est régisseuse, et puis les autres, quoi. Ce sont des gens
parce qu'ils ont été au contact avec la chambre de pouvoir créer, qui sont devenus des artistes. Donc je veux dire ça à tous les jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment le feu d'artifice. Il y en a beaucoup qui me contactent, ça me fait vachement plaisir. À chaque fois, je les reçois, tout le temps. Et je les accompagne parce qu'effectivement, les métiers du spectacle, il ne faut pas les ignorer. Il y a des débouchés dans les métiers du spectacle. Et puis, pour ceux qui sont passionnés, c'est une belle aventure. Voilà. Pourquoi, c'était un peu long, hein. Bon, je termine, puis je vais poser des questions. Comment on arrive à cet attrait du feu d'artifice? Parce que le feu d'artifice, vous savez bien que ça pollue, vous savez bien que c'est dégueulasse, etc. Et moi, je suis un artificier écologiste. Voilà, je revendique comme tel. Parce qu'on raconte beaucoup de bêtises là-dessus. Et je en parlerai après. Mais quel est l'attrait du feu et comment il y a cet attrait? Les explications qu'on peut donner, c'est que il y a sans doute, c'est d'abord un moment de partage collectif, où les citoyens de la cité, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient vieux, jeunes ou en bonne santé, ils viennent parce que c'est gratuit, parce qu'on se retrouve. Et là, il y a du lien social qui se crée. C'est un moment important. C'est pour ça que ces feux du 14 juillet sont si importants. Puis c'est notre histoire. C'est la fête de la République, hein, c'est ça. Et c'est aussi, il faut savoir que le feu, c'est aussi le symbole de la vie, qui est la vie, la guerre du feu. Hein. C'est le symbole de l'amour. Rappelez-vous, quand il y avait des films autrefois, qu'il y avait une scène d'amour, on mettait des flammes de cheminée en plan de coupe, pour symboliser la séquence d'amour. Et puis, comme disait Bachelard, dans la psychanalyse du feu, c'est sans doute le premier symbole de l'interdit social. Touche pas au feu, ça brûle. Et quelque part, je crois qu'on transgresse cet interdit, tous ensemble, quand on partage le feu. Voilà. Quoi vous dire de plus? Bon, sinon, donc, je vous ai dit un peu, je vais raconter tout le fil de votre histoire. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Après, je vous montrerai quelques photos de feu. Voilà. Mais j'ai été emmerdant quand même, je vais parler trop longtemps. Ah, vous êtes gentil.